Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout va bien, qu'on aborde cette semaine de confinement de la meilleure des manières. En tout cas, je l'espère pour vous. Je suis toujours confiné chez moi avec mes deux enfants et ça se passe plutôt bien. C'était pas un lapsus, plutôt bien. Et j'espère que c'est la même chose pour vous en essayant de s'occuper, en essayant de se cultiver, en essayant de lire, de regarder des films et surtout de pas trop manger et de bouger. Voilà, et en pensant à tous ceux qui souffrent de ce virus. Voilà, j'ai une vraie pensée aujourd'hui. Je ne vais plus à la radio depuis 2 semaines maintenant, je reste avec mes enfants, donc c'est important que tout le monde reste chez soi. Encore une fois, c'est le message qu'on doit faire tourner. Alors je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, désolé pour dimanche. Pour samedi, pardon, où je devais être là pour vous donner. J'aime pas parler de cours, hein. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des cours. Je suis là pour partager une expérience sur différents domaines d'activité qui sont prévus sur Kraya Floddar. J'aimerais encore une fois remercier tous les porteurs, tous les initiateurs, tous les promoteurs de Kraya Floddar. C'est génial. Et j'espère qu'il y en a beaucoup qui viendront se greffer à cette expérience parce que je trouve ça absolument top de pouvoir partager en ces moments-là et qu'une fois que tout ça sera fini, qu'on puisse continuer à le faire parce que si ça peut amener le plus grand nombre à en profiter, c'est génial. Voilà, ça c'est pour mon introduction. Encore une fois, j'espère que tout va bien et que tout se passe de la meilleure des manières. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de communication de crise. Alors, c'est vrai que la communication de crise, je ne suis pas à proprement parler un expert de la communication de crise, mais par contre, je fais partie de la chaîne, je suis un maillon euh, dans un processus de communication de crise. À savoir que encore une fois, je suis à la radio, je suis à la télé sur le web, je suis présent aussi sur les réseaux sociaux, je dois traiter un certain nombre de dossiers qui sont assez chauds pour certaines entreprises, pour certaines organisations, qui s'insèrent pour elles, du moins dans la communication de crise. Et moi, à un moment donné, je suis dedans. Alors, je vous livrerai un peu mon regard sur la communication de crise d'un point de vue global, mais d'un point de vue marocain, et on prendra des cas d'école, parce qu'on ne peut pas. C'est très bien de parler de communication de crise et de la théoriser, mais c'est en prenant des cas d'école qu'on peut essayer de comprendre, de modéliser, sachant que pour moi, on peut modéliser jusqu'à un certain point, mais il y a toujours une variable culturelle, il y a toujours une variable entrepreneuriale, là on parle du monde de l'entreprise, qui s'ajoute à ça. Donc modéliser, ok. Vous pourrez trouver encore tout ça sur Internet. Il y a énormément de cabinets spécialisés en communication de crise. Il y a des agences de publicité aussi qui parfois s'occupent de la communication de crise de certaines entreprises. Moi, je vous livrerai la manière avec laquelle moi je l'aperçois en tant que journaliste, mais également d'un autre point de vue parce que en tant que dans mon activité, au-delà de faire de la radio, de la production radio, TV, produire des événements. Je fais aussi du média training et je participe à des exercices de communication de crise. Je ne les initie pas, mais je m'insère dedans. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de voir qu'on découvre à chaque fois. C'est pour ça que je vous parlais de modélisation, qu'elle n'est pas. Il y a de grands troncs communs, mais on se rend compte que dans chaque entreprise, dans chaque organisation, on peut mettre le point sur des choses qui sont propres à l'entreprise et notamment en termes d'identification des gens qui parlent. Donc aujourd'hui, la communication de crise, c'est quoi? Deux, vous livrez aussi un petit retour d'expérience par rapport à un cas que je vous donnerai, un exercice de communication de crise auquel j'ai participé, qui m'a marqué parce que c'était extrêmement enrichissant, extrêmement marquant. Et trois, je vois beaucoup de questions qui arrivent sur mon point de vue de la communication de crise du ministère de la Santé actuellement. Je sais qu'il y en a beaucoup voilà, qui sont en train de dire, je vais vous donner mon point de vue, mais c'est vrai qu'il faut bien faire la part des choses entre une communication de crise d'un gouvernement, communication de crise d'une organisation, peut-être d'une ONG, et d'une communication de crise d'une entreprise. Parce qu'on n'a pas les mêmes
finalement les mêmes objectifs. On y viendra après. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur l'histoire du ministère de la Santé qui sont en train de se demander pourquoi on a une personne différente qui parle, etc. Je répondrai à tout ça. Je donnerai en tout cas mon avis par rapport à ça. Alors, la communication de crise, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans le sens où vous pourrez regarder comment elle a été, on va dire, formalisée et modélisée. Aux États-Unis, ça a commencé très tôt, hein. Après, on suivi dans beaucoup d'autres pays la nécessité de déléguer souvent ou d'organiser la communication de crise. La communication de crise, pour moi, il ne faut pas la confondre et, on va dire, faire un amalgame avec la gestion de crise. Il y a beaucoup de gens qui croient que savoir communiquer pendant la crise, c'est gérer la crise. Non. Communiquer, ça fait partie de la gestion de crise, mais ce n'est pas la gestion de crise en tant que telle. Et ça, on a pu le voir, c'est-à-dire que il faut savoir gérer une crise dans toutes ses composantes, que ce soit d'un point de vue opérationnel, que ce soit d'un point de vue décisionnel, et la communication est là justement pour finalement une chose. Quand on est, encore une fois, on va faire la différence entre une organisation, un gouvernement et une entreprise, on n'a pas les mêmes objectifs. Pour une entreprise, c'est sauvegarder sa réputation, sauvegarder son chiffre d'affaires, ne pas faire en sorte que ses clients la fuient. On a eu des cas monumentaux dans les mois et années qui nous ont précédés, à savoir, on a eu l'histoire du boycott quand même, qui est une gros dossier de gestion de crise, gros dossier de communication de crise, où on a beaucoup pêché en termes de communication de crise. Mais on me dit qu'il y a des petits bruits dérangeants, mais pourtant j'ai mon... Ah, ça doit être ma chemise, je suis désolé. Est-ce que là ça vous va? Je vois des petits commentaires. Dites-moi si le bruit s'en est allé. J'ai branché mes écouteurs. N'hésitez pas à me le dire s'il y a un problème. Mais en gros, donc pour une entreprise, je répète, donc sauvegarder, bien évidemment, c'est le bon sens, hein, sauvegarder sa réputation, sauvegarder son chiffre d'affaires, et essayer de faire en sorte que la crise qui la concerne, qu'elle soit externe ou qu'elle vienne de l'interne, soit la plus amortie possible. Dans le cadre d'un gouvernement, c'est un peu différent. On pourrait se dire que c'est une manière aussi... Enfin, c'est beaucoup plus subtil. Et c'est là où on pourra essayer d'analyser. Je vous donnerai un peu mon point de vue sur la manière avec laquelle, en ce moment, nous vivons une crise mondiale, mais une crise au Maroc, par extension, et donc voir de quelle manière les autorités communiquent, et notamment le ministère de la Santé. Les objectifs ne sont pas les mêmes qu'une entreprise. On n'est pas là seulement pour faire bonne figure, et pas seulement pour rassurer. Il y a une équation subtile entre rassurer et affoler un peu, parce que dans le contexte qu'on a vu, il y a beaucoup de gens qui ne prenaient pas ça au sérieux, et donc j'imagine, et en tout cas c'est mon analyse, j'imagine que d'un point de vue d'un gouvernement, il faut rassurer, bien entendu, la population ne peut pas tomber dans la panique, mais en même temps, il ne faut pas trop rassurer, parce que sinon, moi je suis sûr que cette deuxième semaine, des gens vont commencer à prendre leur aise et à sortir. Donc là, l'équation est subtile. On y reviendra. Donc par rapport à la communication de crise, comme je vous disais, la communication de crise fait partie de la gestion de crise, ce n'est pas la gestion de crise en elle-même. La communication en elle-même ne peut pas régler quelque chose. Si vous avez une entreprise... Si lors du naufrage de l'Erika, il y a eu un gros... ça remonte quand même à très loin, hein, avec la marée noire, si vous vous en rappelez, et qui finalement était un gros dossier en termes de communication de crise. J'ai eu l'occasion de rencontrer les spécialistes qui avaient travaillé avec eux sur le dossier, mais... au-delà de la communication de crise, si vous n'aviez pas derrière de vraies actions qui étaient menées, la crise ne serait jamais passée. La communication ne suffit pas. Et ça, c'est un point important. On verra sur les différentes manières de réagir à une crise pour une entreprise, en fonction du type de crise qu'on peut avoir, qu'elles viennent de l'extérieur, encore une fois, que ça soit une attaque, et on voit aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, on l'a vu avec le boycott, ça peut venir
du jour au lendemain sans qu'on y soit préparé, et c'est un vrai souci. Ça peut venir de l'intérieur de l'entreprise, avec une maladresse d'un dirigeant. On a des cas, alors peut-être pas ici au Maroc, mais il y a quelques semaines, une entreprise où un des salariés a tenu des propos racistes sur Twitter, donc ça a fait, c'est parti totalement en cascade. Il a fallu que l'entreprise réagisse, donc ça peut venir de l'intérieur. Il peut y avoir, encore une fois, au-delà des maladresses de communication, il peut y avoir de vrais problèmes opérationnels qui entachent l'activité de l'entreprise. Rappelez-vous de Spangero en France, encore une fois, on trouvait un fournisseur où on trouvait de la viande de cheval dans les lasagnes surgelées. Et là, il a fallu gérer la crise, il a fallu communiquer sur différents canaux, mais ça ne laisse pas indemne, l'entreprise. Euh, dans la manière de communiquer en temps de crise, et c'est là où il y a une vraie remise en question. Il y a une vraie remise en question en ce moment, et je pense qu'il y en aura beaucoup. Il y en a eu avec la crise du boycott, sur la manière avec laquelle, en tout cas, quelle posture on doit adopter. La posture est finalement très liée à la culture. Et ça, on le voit souvent en fonction des pays. Par exemple, vous prenez les États-Unis, le mea culpa aux États-Unis existe depuis très longtemps. Alors ça peut faire partie de l'hypocrisie, hein. On est quand même aux États-Unis, c'est un pays où la presse a fait tomber un président, hein, Nixon. Mais depuis, on a bien vu le cas avec Bill Clinton dans son histoire de mœurs. Le fait d'accepter, de présenter des excuses, c'est très anglo-saxon, c'est très américain. Absolument pas latin, absolument pas français, ou même chez nous non plus, hein. On est souvent dans le déni plutôt que dans l'acceptation et dans la reconnaissance. Et ça, si on remarque, si on observe un peu tout ce qui se passe, c'est regarder les médias. Moi, j'aime beaucoup regarder, bon, je regarde la télé française, je regarde la télé américaine pour aussi voir les différences de traitement de l'information, la canadienne, la belge, la marocaine, un peu ce qui se passe autour, mais pas beaucoup. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des grosses affaires, alors qu'elles soient politiques ou liées à de grandes entreprises, on voit tout de suite la différence des sociétés entre l'Europe et les États-Unis, où la reconnaissance, l'acceptation, le mea culpa, l'excuse est quelque chose qui est tout à fait accepté pour tout type de dossier. Alors c'est vrai que, souvent, et c'est souvent ce qu'on recommande, et ça c'est ce que vous trouverez sur toute la littérature de la communication de crise, c'est adopter finalement une stratégie d'acceptation, de dire oui, excusez-nous, on a fait cette erreur. Il ne faut pas croire que c'est aussi simple que ça, hein. C'est très lié, encore une fois, et je le répète, et vous savez de quoi je parle, à la culture. C'est pas notre culture. Revenons dans le monde de l'entreprise. On a eu jusqu'à encore aujourd'hui de la spécificité de notre tissu économique. Alors je ne parle pas des toutes petites entreprises qui sont en train de souffrir aujourd'hui, les petites moyennes, enfin toutes les entreprises sont en train de souffrir, sauf quelques-unes, on pourrait en revenir. On pourrait y revenir, ça serait intéressant. Il y en a beaucoup qui font leur chou gras pendant cette crise. Mais le, euh, le fait d'accepter, le fait de demander un mea culpa dépend aussi du mode de management. Si vous avez beaucoup d'arrogance, une organisation pyramidale, très paternaliste, très bouchkara, vous n'aurez jamais cette faculté à reconnaître son erreur. Et donc on reste tout le temps dans le déni. Et il faut savoir, pour revenir au cas marocain, on est une société. Il faut aussi, pour ne pas être dans le déni, il faut se dire qu'on est une société qui est souvent dans le déni. Euh, Après, on avance, mais sur beaucoup de composantes de notre société, des composantes sociales, des composantes politiques, on est souvent dans le déni. Et donc vous imaginez bien qu'au niveau des entreprises, pour beaucoup d'entreprises, on est dans le déni. Et le fait d'être dans le déni empêche souvent de reconnaître une erreur, parce qu'on se dit, mais si je reconnais une erreur, ça veut dire que mes clients vont se dire, mais il fait que des erreurs, donc c'est pas possible. Mais alors attendez, si tout le monde est parfait,
à ce moment-là, on ne s'en sort pas. Et donc c'est pour ça que les spécialistes de la communication de crise souvent optent pour l'adoption d'une stratégie finalement de reconnaissance. On reconnaît et on essaie d'avancer. Alors dans la reconnaissance, on peut tout reconnaître en bloc. On dit ok, je suis coupable. Mais on peut dire aussi, ok, moi je reconnais cette partie-là, et puis je reconnais, par contre, sur l'autre partie, on va quand même essayer de vous apporter des éléments de dossier. Ça, c'est une première des choses. Les spécialistes de la communication de crise aussi, et ça, si vous êtes friand de toutes les séries type House of Cards, Designated Survivor, tous ces thrillers politiques où il y a énormément de choses qui se passent avec des trahisons, des organisations, etc. C'est intéressant de voir comment les scénaristes de ces séries s'inspirent de tous les dossiers, de tous les grands dossiers politiques américains pour essayer d'écrire des choses biscornues, mais qui peuvent tenir la route tellement elles collent à l'esprit américain sur la manière de gérer une crise. Et on a souvent, et alors ça c'est une autre manière de faire, mais alors c'est dangereux, ce genre de choses, et ça vous pouvez le voir et qui est souvent mis en exergue lorsque vous avez des gens qui veulent avoir un discours un peu complotiste. Alors je suis pas, encore une fois, complotiste, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est pas parce qu'on remet en cause une version officielle qu'on est nécessairement complotiste, mais il faut qu'on soit juste rationnel. Bref, petite parenthèse. Mais vous avez souvent dans ce genre de série, on jette un autre os à ronger, et notamment pour nous les médias. Hein, c'est ce qu'on dit à côté. Alors pour occulter une vérité, on va vous jeter un autre os pour faire diversion. Ça existe. À l'échelle d'une entreprise, ça existe, qui gère sa communication de crise. Et c'est vrai que ça peut être une stratégie, mais après il faut faire très attention parce que lorsque vous essayez de contre-attaquer en donnant un os à ronger aux médias et peut-être à votre public, ou alors de contre-attaquer, là il faut être sûr de son coup là parce que ça peut être très destructeur en termes de réputation au niveau des entreprises. Donc c'est en gros essayer de faire diversion. Vous avez vu ce qui s'est passé, si vous vous rappelez de Kerviel avec la Société Générale. Ça, c'était quand même un gros dossier à gérer en termes de communication de crise. Hein. Ils ont dû s'amuser, entre guillemets, enfin, en tout cas, dans ce genre de choses. Mais là, on a bien vu qu'on a choisi de tout concentrer sur une personne qui, finalement, a payé tous les pots cassés d'une organisation. Alors, on peut se poser des questions. On peut se demander. Et là, il y a eu beaucoup de débats autour de ça, où on se demandait, mais est-ce que c'est possible qu'une grande banque n'ait pas les moyens adéquats pour encadrer l'action d'un seul trader. Donc, et ça, il y avait tout ça sur les débats et sur les plateaux télévisés, mais il y a eu un focus sur une seule personne. Alors ça, c'est dans la gestion de la crise et dans aussi la manière de communiquer autour de cette crise-là. En tout cas, moi, jamais le déni. Le déni, jamais. Ça, c'est en tout cas moi ce que je pourrais vous dire, et là je vais me placer de l'autre côté, en tant qu'animateur d'une émission où on essaye justement constamment d'avoir des réponses de la part d'entreprises. Je ne citerai pas le nom ici parce qu'on n'est pas là pour un truc, mais si pour les gens qui écoutent les experts sur Atlantique, ça fait des mois et des mois que je contacte une entreprise et qui ne veut pas venir. Et qui ne veut pas venir dans l'émission. Donc à un moment, moi je reste correct, mais à un moment donné, ce sont des entreprises qui doivent répondre au public parce que, et en plus pas sur des choses méchantes, mais je suis en face, je vis moi par exemple, le cas d'une entreprise qui est dans le déni complet, alors que le fait de communiquer, d'essayer d'encadrer la communication autour de certains problèmes qu'il peut y avoir, pourrait régler et pourrait être créditeur en termes de réputation d'un point de vue incroyable. Et ça, je le vis très souvent dans les experts. On essaie d'avoir des retours
par rapport à des cas bien précis. Par rapport à la mairie aussi, où on a souvent besoin qu'on ait des éclaircissements par rapport à un certain nombre de choses. On n'arrivait pas à avoir des gens. Donc bon, bref, c'est dommage. J'ai eu encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, avant que tout cela ne commence. Ça donne l'impression d'avoir des dossiers tout à fait désuets maintenant qu'on est en pleine crise du coronavirus. Mais juste avant ça, les cafetiers les patrons de restaurants, de cafés du Maroc et de Casablanca s'étaient plaints d'une mesure qui avait été prise par la mairie sur les horaires d'ouverture, etc. Donc nécessairement, moi dans mon métier, j'essaye d'avoir les deux, qui aurait permis de tout éclaircir, d'avoir le secteur privé, le secteur public qui se répondraient les uns les autres. Impossible d'avoir la mairie ce jour-là. Alors j'aimerais encore une fois dire que c'est sur ce dossier-là, ils ont répondu souvent à notre appel, ils ont envoyé des gens, mais sur ce dossier-là, qui était brûlant à ce moment-là et qui semait l'incompréhension de partout, impossible d'avoir qui que ce soit. Le résultat est tout à fait. Je me suis un peu. Ça m'a un peu piqué parce que c'est normal en tant que journaliste. Vous avez envie d'avoir des réponses sur des dossiers. Et si on ne vous les donne pas, bah, je ne dis pas qu'on s'énerve, mais en tout cas, ça peut donner lieu à pas des mauvais papiers, parce qu'il faut avoir de l'éthique dans notre pays, dans notre pays, oui, et dans notre métier, mais il y a beaucoup de journalistes, il faut être pragmatique, qui vont faire un mauvais papier ou une mauvaise presse, et parfois à juste titre, parce qu'on n'a pas voulu leur répondre. Hein. Qui ne dit mot consent, ça c'est déjà une chose. Et le fait de se taire eh ben, n'est pas une bonne chose lorsqu'on veut communiquer. Euh, Autre chose, alors donc on a parlé de la stratégie d'acceptation, donc reconnaître une erreur, et puis soit partiellement, soit totalement. Euh, Deuxièmement, avoir une stratégie peut-être de diversion, mais alors là encore une fois, il faut faire très attention et c'est très spécifique à un secteur. Il faut avoir tous les éléments et tous les dossiers et être sûr de son coût. Euh, et, euh, et moi, j'aimerais également dire une chose, c'est que, et ça aussi vous le trouverez sur toute la littérature de la communication de crise, plus on est préparé, mieux on affronte une crise. Et c'est là où j'aimerais faire un point et m'arrêter et vous donner une expérience que j'ai eue dans, une, dans un exercice de communication de crise. Donc avec un cabinet, on devait organiser un exercice de communication de crise. Très grande entreprise, très structurée, au Maroc, multinationale, et donc qui a l'habitude de faire ce genre d'exercice un peu partout dans le monde, et qui s'occupe qui peut avoir à travers la flotte de chauffeurs des accidents graves. Donc l'exercice c'était un accident grave, le scénario, mettre un accident grave qui se passe à 6h30 du matin, qui malheureusement provoque des victimes, une grosse explosion, etc. Et donc tout a été mis en place, le scénario, les équipes n'étaient pas au courant de l'entreprise en question. Ils étaient au courant qu'il y allait y avoir un exercice, mais le scénario, ils n'étaient absolument pas au courant. Et donc il fallait mettre tout le monde en situation réelle. Et moi, mon rôle dans cet exercice, c'était de jouer finalement mon rôle à moi dans la vraie vie, et à savoir essayer d'avoir toutes les informations, de cuisiner de cuisiner la personne adéquate, sans aucune retenue, et pour avoir des réponses, parce qu'il y avait des morts, c'est un secteur sensible, etc. Je parle bien que c'est un exercice. C'était un exercice. Eh ben, on est tellement rentré dans l'exercice que moi, une des collaboratrices est quasiment fâchée, parce que j'ai fait mon travail tout simplement en jouant le scénario. Mais ça, c'est juste une anecdote. C'est que pendant cet exercice-là, pour montrer à quel point il faut être préparé, c'est de savoir qui communique. Et qui communique dans quel type de crise. Et plus on aura fait de travail, de préparation, d'anticipation,
types de crises qu'on peut avoir, comme celle je vous ai déroulée depuis tout à l'heure. Ça peut être des crises qui viennent de l'intérieur. Ça peut être une crise juste d'image, de communication, d'une maladresse d'un collaborateur. Ça, c'est une chose. La crise liée à un accident ou à une catastrophe dans une entreprise industrielle, ça, c'est une autre. Une crise qui est liée à quelque chose d'extérieur. On a vu le boycott, ça, c'est une autre. Bon, bref, on peut catégoriser le type de crise qu'on doit affronter dans une entreprise. Euh, Ça, c'est d'une part. Et surtout, en fonction du type de crise, identifier la personne qui va communiquer. Et moi, j'aimerais sortir des dogmes qu'on va avoir, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font ce travail et qui vont dire, toi, tu vas... Alors, soit c'est le directeur com, soit c'est le com externe, soit c'est le DG, soit c'est le DGA, soit c'est le PDG lui-même, soit c'est le... Bref, chacun choisit en fonction. Eh bien, par juste le petit exemple que je vais vous donner à l'instant, on peut se rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent communiquer beaucoup mieux et peuvent agir dans le cadre de la communication de crise de meilleure manière que n'importe quel haut cadre. Dans le cadre de cette entreprise dans laquelle j'ai fait cet exercice de gestion de crise et de communication de crise, l'accident se passe, l'industriel se passe à 6h30 du matin. Ça tombe bien entendu dans les rédactions dans la demi-heure, dans les 20 minutes, avec un nombre de morts provisoire. C'est un accident industriel qui se passe à un endroit précis. Qui est extrêmement concrète, quotidienne. C'était la personne qui savait exactement ce qui s'était passé, à quel moment, et pourquoi, et par qui. Parce que ce gars-là était sur le terrain constamment, au turbin. Et il a fallu faire comprendre au management que, mais enfin, si vous arrive quelque chose, mais c'est cette personne-là à qui il faut donner la parole. Il suffit de le former un peu euh, en communication. Il avait tout à fait le profil et tout à fait les capacités de communiquer parce qu'il avait tous les éléments. Et surtout, quand on l'écoutait, il y avait une crédibilité parce que il était sur le terrain, il n'était pas au siège. On peut avoir souvent des gens qui semblent déconnectés un peu du terrain. Et moi, en tant que journaliste ou animateur, si j'avais une personne comme ça au téléphone ou en face de moi, ça aurait été extrêmement convaincant en termes d'arguments. Donc, pour ça, je dis que se préparer, anticiper, identifier les personnes qui peuvent parler en fonction du type de crise est extrêmement important. Et souvent, on sous-estime beaucoup de ressources à l'intérieur de l'entreprise qui sont capables de parler au nom de l'entreprise et qui sont capables de rattraper une situation et qui sont capables de vous donner les informations précises sans qu'on ait à bafouiller et qu'on vous dise ah mais on va vers, on va voir, etc. Après, libre bien entendu à la direction com et peut-être aux consultants externes de voir à quel moment opportun il faut faire parler cette personne. Donc, une crise bien préparée est une crise à moitié réglée. Hein. C'est ça qu'on pourrait se dire. Alors, moi, ce que je vous proposerais, parce il me reste 5 minutes, comme je dis, moi, dans toutes mes interventions, ça durait une demi-heure, c'est pour pas vous gaver, hein, que ce soit dans la prise de parole ou dans la communication de crise. Dans les prochaines, on prendra des cas bien précis. Un cas étranger, un cas international et un cas marocain à chaque fois, pour qu'on puisse essayer de voir dans quelle mesure dans quelle mesure il y a des choses on s'est inspiré ici de cas d'école à l'international, qu'on a essayé d'adapter. Le Maroc est spécial, le Maroc est spécifique, on ne peut pas parler à tout le monde de la même manière, on s'en rend bien compte. On parlera des outils aussi de communication de crise, et ça, je peux vous en parler parce que je mets en place ces outils-là et je vous en donnerai. La radio est un excellent outil de communication de crise pour les entreprises.
Alors pour finir, puisqu'il nous reste 5 minutes, je vais répondre à une question qui m'a été posée. C'est la manière avec laquelle la crise est gérée en ce moment au Maroc avec le Covid-19. Et notamment, la question plus précise, c'était par rapport au ministère de la Santé. Avant que je vous parle du ministère de la Santé, euh, d'abord, et je le dis sans aucune, comment dire, euh, je ne vais pas être sirupeux et faire du faux patriotisme, mais par contre, en tant qu'observateur, euh, je vais dire que la manière avec laquelle est gérée la crise aujourd'hui, et je pense que beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs avisés ou moins ou pas peuvent l'attester, c'est que jamais on a eu une telle réactivité en termes de communication, en termes de gestion, en termes de prise de décision au Maroc par rapport à cette crise. Et ça, je tiens à le saluer. Et il faut vraiment le souligner de la meilleure des manières. Et j'aimerais que ça continue comme ça une fois que ça sera terminé, parce que ça va se terminer à un moment donné. On a des points quotidiens, on a eu du temps avant qu'on ait eu des points quotidiens, mais ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. On est quand même un pays où on n'a pas eu l'habitude de communiquer beaucoup. On a appris à communiquer. Et d'ailleurs, moi je dirais que la pire des choses qui sont arrivées aux partis politiques, c'est d'apprendre à communiquer. Parce qu'avant, ils ne communiquaient pas. Mais quand ils ont appris à communiquer, alors là, on en a eu de toutes les couleurs. Et bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais heureusement qu'ils communiquent, bien évidemment. Mais là, au niveau du ministère de la Santé, la question qu'on m'a demandé, c'est le changement d'interlocuteur, le changement de spokesman, de porte-parole au niveau du ministère. Euh, Encore une fois, c'est vrai qu'on a souvent, alors si vous êtes abreuvé aux séries américaines, mais pas seulement, j'ai eu l'occasion d'aller au Pentagone aux États-Unis, vous avez un porte-parole et vous avez des gens qui sont habilités à parler et on les choisit parce qu'ils ont la capacité, d'empathie, ils ont la capacité de communiquer, ils ont les informations nécessaires pour pouvoir répondre aux questions des journalistes. Alors moi, franchement, vu d'où on vient aujourd'hui, euh, s'attarder sur le fait que ce ne soit pas la même personne qui parle, moi, franchement, ça ne me dérange pas. Valeur aujourd'hui. Quand je vois la manière avec laquelle on communique, avec les points qui sont faits, sans embâge, sans essayer de cacher, et ça, c'est franchement, et je le répète, peut-être que j'en fais un peu trop, mais je le dis, parce que c'est mon métier, ça fait 10 ans, 12 ans que je suis dans les médias et que je vis ça, que ce soit à la télé, à la radio, etc., il faut saluer le fait qu'on communique constamment. Et ça, c'est pour moi un tournant euh, euh, en ce moment qui se passe dans notre pays. Et il faut le prendre à sa juste mesure. Alors oui, alors là on va théoriquement avoir quelqu'un, le même porte-parole, qui s'occupe de communiquer à chaque fois. Oui, moi je dirais oui, il en faut un. Mais aujourd'hui, je préfère que on communique tous les jours, même avec quelqu'un de différent, plutôt que de pas de communiquer du tout. Ça c'est une chose. Après, c'est ce que je disais en début, et là je vais finir avec ça. On s'attardera lorsqu'on parlera de communication de crise d'un gouvernement et entreprise. Ce ne sont pas les mêmes objectifs. Pour un gouvernement, et surtout dans le cas du Covid-19, et je pense que si... j'ai lu beaucoup d'articles, hein, et notamment sur l'analyse de médias français, sur la manière avec laquelle c'était géré en France, et la communication d'Emmanuel Macron dans le cadre du coronavirus, la gestion du coronavirus. On voit bien que les gens sont en train, même au niveau de la communication de crise, on est en train de découvrir, on est en train de tâtonner. On est en train de tâtonner. Et on va apprendre beaucoup de la manière avec laquelle on a communiqué dans la gestion de crise du coronavirus. Et c'est vrai qu'on se rend compte que soit l'hyperprésence, soit le manque de présence, soit aujourd'hui, à l'échelle d'un pays, le fait de montrer ou de ne pas montrer quelqu'un, de varier les interlocuteurs, de laisser le même, euh, vous avez tellement de rumeurs, de fake news. Vous savez, j'ai même entendu des gens qui se disent ah bah tiens, si ils ont changé de gaz, c'est qu'ils sont tous malades. Vous vous rendez compte? Donc quand on sait ce que ça peut provoquer comme conjecture et comme hypothèse,
C'est intéressant. Cette question est intéressante, à savoir, il faudrait voir ce que ça provoque en face. Pourquoi on se pose la question? Est-ce que ça vous provoque en vous de la panique? Est-ce que il faut que en face, lorsqu'on communique, on fasse de l'empathie et qu'on se mette à la place des gens qui vont recevoir le message? Mais c'est quand même assez compliqué aujourd'hui dans ce genre de, de crise. J'ai Sad qui me dit, oui, mais quand on tombe sur quelqu'un qui communique bien, pourquoi le changer? Oui, moi je dis, oui, when it's not broken, don't fix it. Mais ça, chez nous, on a encore du boulot à faire pour, on va dire, capitaliser ou valoriser sur des ressources bien particulières. On est partagé, encore une fois, on sort d'une ère où on ne veut pas donner, je ne parle pas du ministère de la Santé, là, hein, mais je parle en général, on n'aime pas concentrer, on n'aime pas donner de manière exclusive un certain pouvoir à une seule personne. On veut bien montrer à beaucoup de gens qu'ils ne sont pas indispensables. Ça, je parle en gros, et c'est une erreur. Personne n'est indispensable, mais pendant le temps qu'on a cette ressource, il faut capitaliser dessus. Voilà, j'ai fini pour moi. Pour le prochain, on se voit, je crois que c'est mercredi ou jeudi. On verra on parlera de prise de parole en public. Là, on prendra des use cases. Et pour ma prochaine intervention, mon prochain live sur la communication de crise, pareil, je prendrai des use cases. En attendant, essayez de regarder moins les infos, arrêtez de vous abreuver des fake news, parce que ça c'est toujours c'est anxiogène et ça sert à rien. Voilà. Dire, encore une fois, faites confiance, parce qu'aujourd'hui, la communication qu'on a dans notre pays, il faut la saluer. La gestion de la crise, il faut la saluer, sincèrement. Et donc, arrêtez d'essayer de chercher ailleurs ou d'essayer de trouver des explications lorsqu'on n'a pas la capacité, comme moi, je ne suis ni médecin ni quoi que ce soit, j'essaye de prendre des avis d'experts et j'ai la chance d'en connaître, mais d'essayer de se morfondre en conjecture. C'est anxiogène, ça ne sert à rien, ça vous empêche de dormir. Donc allez, profitez de tout ça pour vous recentrer sur vous-même. Je vous embrasse, je vous fais des grosses bises. Ravi d'être avec vous à travers ce live. Je souhaite bon courage aux suivants et on se retrouve dans quelques jours pour la prise de parole en public. Bye bye.